BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est avec vous jusqu'à 13h pour répondre à toutes vos questions sur la vie en entreprise. Un thème aujourd'hui, Sofiane, la Gen Z. On rappelle l'adresse où nous écrire. Avec vous, @bfmbusiness.fr, car même si nous sommes jeunes dans notre tête, on passe encore par une adresse mail pour pouvoir nous contacter. Mais il y a aussi les réseaux sociaux, ça c'est peut-être un peu plus jeune. LinkedIn et X, vous postez vos commentaires en direct et puis le petit QR code que vous pouvez directement flasher, ça c'est très moderne. Et vous envoyez directement votre question à nos experts. Vous nous écrivez, vous réagissez. La Gen Z, c'est le thème de ce lundi. Vous le savez, tous les lundis, depuis ce début de saison, nous allons faire un thème particulier. Il y aura les seniors, il y aura la négociation salariale. Octobre rose également, le 14 octobre, la formation. Et puis vous pouvez nous donner des idées aussi pour thématiser ces lundis de l'émission. Aujourd'hui, donc, ce qui nous occupe, la Gen Z. Et je vous présente nos experts. Élodie Gentina, auteure de Manager la génération Z. Vous êtes aussi professeur à l'IESEG. Et bonjour. Bonjour. Élodie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Benoît Serret à vos côtés, vice-président de l'ANDRH, qui va nous expliquer à quel point c'est spécifique, spécial de manager cette génération. Oui, il y a beaucoup de demandes. À vos côtés, Jasmine Manet, directrice générale de l'association Youth Forever. En 2 mots, vous nous rappelez ce que c'est, Jasmine ? C'est à l'intersection entre un observatoire du rapport au travail des jeunes en particulier et un acteur du terrain de formation auprès des jeunes en direct ou auprès d'employeurs sur ces questions. Et en face de vous, Sandrine Henrion, notre avocate en droit social chez Herald. Bonjour Sandrine, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. On va commencer tout de suite par la première question. Sofiane ? Elle est pour vous, Élodie. C'est Lisa qui est dans le recrutement des jeunes, qui nous dit « Je suis conférencière en entreprise, j'échange beaucoup avec les dirigeants et les DRH qui m'expliquent que le rapport de force a changé. Aujourd'hui, c'est à l'entreprise de séduire le jeune candidat. Comment alors cibler et attirer cette nouvelle génération qui se lasse de rédiger leur CV et leur lettre de motivation ?» Ça veut dire que ça commence dès le départ en entreprise. Élodie ? C'est clair que le rapport de force a changé. Aujourd'hui, les jeunes nous disent c'est nous qui mettons à l'honneur nos talents et nos compétences à l'entreprise et c'est plus l'entreprise. Voilà, donc on a un rapport de force qui a changé en termes de recrutement. Comment on peut faire ? On peut utiliser les outils du digital, les réseaux sociaux. Facebook est un peu has-been, aller sur Snapchat, TikTok, Insta. Donc voilà, aller sur le digital. Mais le digital, pour moi, je le dis souvent, ne reste qu'un outil. Le recrutement aujourd'hui, il doit être aussi humain, il doit être plus rapide. On voit qu'on a quand même 80% aujourd'hui des jeunes qui abandonnent une candidature en ligne si elle prend plus de 10 minutes sur Internet. C'est court. C'est court. Donc voilà, ils ont un rapport de toute façon à l'avenir, ils sont dans l'instantanéité, donc le rapport au temps est complètement différent. Benoît Serre, pardon Sofiane, Benoît Serre, est-ce que c'est pas aussi une façon pour les jeunes d'affronter cette peur du début de carrière ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de communication là-dedans ? C'est un peu ma question. Certes, il y a les outils qui changent, il y a l'immédiateté des choses, mais est-ce que finalement, c'est pas une façon d'imposer un petit peu son rythme ? Et est-ce que ce rapport de force a finalement tant changé que ça ? En tout cas, en 2024, on voit qu'il y a une transformation. Oui, il y a 2 choses en fait. D'abord, l'inversement du rapport de force, ou l'inversion plutôt d'ailleurs, elle vient beaucoup du phénomène démographique et elle concerne finalement une partie des gens seulement. C'est-à-dire des gens qui sont sur des métiers plus rares, qui savent qu'ils peuvent changer rapidement. Ça, c'est la partie un peu mathématique. Après, il y a la partie de fond. Je crois, et pour avoir observé, regardé, que je ne pense pas qu'il y ait une peur. En revanche, l'organisation de l'entreprise, son modèle très hiérarchique, etc., il y a une sorte d'a priori pas très positif, finalement, de la nouvelle génération sur l'entreprise. Donc, elle essaye quand même d'arriver dans un endroit où un certain nombre de ces principes fondamentaux vont pouvoir être respectés. Il y a une enquête très intéressante qui est sortie en juin dernier par Ipsos avec le CESI qui montrait que le jeune... Moi, j'ai toujours considéré que l'histoire de la valeur travail, c'était de la flûte et que non, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. En revanche, ils sont pas prêts à une espèce de sacrifice vie privée professionnelle, ils veulent plus d'autonomie, un certain nombre de choses qu'ils ont découvert dans les années précédentes avec ce qu'on connaît. Et beaucoup d'entreprises essayent de s'adapter, d'autres sont déjà adaptées et d'autres le refusent. Et donc, c'est vrai que le rapport de force, il s'inverse parce que du coup, il pose des questions sur ces sujets-là.
Pendant longtemps, moi qui suis très âgé, comme Sofiane ne cesse de le soulever, Bienvenue dans l'émission. le fait d'avoir un CDI, c'était l'objectif. Là maintenant, c'est plus vraiment l'objectif. L'objectif, c'est trouver un endroit où je peux travailler, où j'ai des équipes professionnelles, où j'ai de l'autonomie, où je suis reconnu, où j'ai de la formation, où j'ai de la compétence. Tout ça est assez sain finalement. Mais évidemment, ça perturbe un peu ceux qui sont d'un monde ancien où de toute façon vous aviez 10% de chômeurs, donc c'était ou vous ou quelqu'un d'autre. Là, ça marche plus. Voilà. Après, il ne faut pas oublier tout un tas de métiers qui ne sont pas vraiment dans cette dynamique-là et qui, eux, galèrent quand même. Sofiane ? Vous disiez que les jeunes ne passent pas plus de 10 minutes à scruter l'annonce. En même temps, si on retourne les choses, est-ce que le recruteur, il passe plus de 10 minutes à regarder le CV d'un jeune qui, par définition, s'il fait partie de la génération Z, n'a pas beaucoup d'expérience ? Oui, alors après, on peut se poser aussi la question du CV. Et moi, je le vois parmi mes étudiants. Est-ce que le CV a toujours une utilité ou pas avec l'intelligence artificielle et ChatGPT ? Je pense qu'aujourd'hui, les recruteurs vont prendre plus de temps à analyser le candidat en réel, en face-to-face, en analysant avant tout aussi ses soft skills, c'est pas uniquement les hard skills, donc les compétences qui sont humaines. Et on voit que quand on reste sur un CV, le CV reste sur des compétences qui restent figées. Donc on va aussi aller sur des innovations en termes de recrutement, des recrutements plus collectifs, des escape games, des business games. Enfin voilà, on va essayer aussi de réinventer des choses dans la manière. Le CV est-il encore d'ailleurs pertinent à l'IESEG particulièrement, pour avoir un enfant à l'IESEG? On n'apprend pas à faire un CV, on apprend à être sur LinkedIn. On apprend à être sur LinkedIn. Alors moi, je pense que la lettre de motivation, elle n'est pas forcément pertinente. Le CV, alors, je le vois parmi les étudiants, puisqu'en fait, ils n'écrivent plus leurs lettres eux-mêmes, ils disent ChatGPT, et puis voilà. Le CV, l'intelligence artificielle peut aider justement à construire le CV, à être un squelette du CV. Le CV, on peut toujours analyser sur les traits de personnalité, etc. Mais bien évidemment, ça ne suffit pas. Après, il faut voir la personne en réel et il faut faire aussi des recrutements réels. Et est-ce que le recrutement, c'est encore one-to-one en physique, ou est-ce qu'on peut être sur des recrutements où on est sur la marche, où on est plus sur un apprentissage dans les deux sens? Sofiane. Une question en face-to-face de Zachary. Je suis recruteur. Faut-il adopter une posture différente pour attirer la génération Z ? Justement, quand on les reçoit en entretien. Peut-être aussi pour modérer ce que disaient mes compagnons de plateau. Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est la difficulté de parler des jeunes et que globalement, en effet, il faut rappeler de quel métier on parle, de quelles compétences et surtout à quel moment dans sa recherche d'emploi. Et que les critères vont, entre guillemets, de plus en plus dans l'acceptation, plus on prend du temps à trouver un emploi. Et j'aimerais rappeler que les jeunes, entre guillemets, c'est en fonction des définitions, on pourra se mettre d'accord, mais c'est plus de 50% d'emplois précaires. Pour beaucoup d'entre eux, le premier objectif, c'est d'avoir un emploi, c'est de gagner sa vie. Et puis après, on intègre des questions d'équilibre de vie pro, de rémunération, etc. Donc je pense qu'il y a aussi à modérer quel est leur premier levier. On parle souvent de est-ce que le salaire a toujours sa place ? Oui, c'est toujours le premier critère dans toutes les études et surtout dès qu'on commence, et ça s'estompe avec le temps. Ensuite, pour un recruteur, nous, ce qu'on observe qui est le plus efficace, c'est une notion de transparence et presque de respect, et que entre guillemets, à partir du moment où c'est sur un site ou sur les réseaux sociaux, c'est presque, il faut se méfier de l'entreprise. Il y a une notion de paranoïa ou de méfiance qu'il faut déconstruire, et donc, entre guillemets, ils vont essayer de creuser et interpeller et poser les questions qui gênent. Pourtant, derrière, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller au bout de leur candidature. Donc la notion de transparence devient primordiale, et s'ils sentent un décalage, que ce soit pendant la candidature ou une fois en poste, ça passe ou ça casse. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, Élodie. Et quand on parle de la posture du recruteur comme celle du manager, on est aujourd'hui sur un autre rapport à l'autorité. Les jeunes aujourd'hui, c'est ce que je dis, on est face à une crise de la crédibilité des porteurs de l'autorité, et pour que le porteur d'autorité soit crédible, il doit être légitime, il doit être empathique, il doit être bienveillant. Et donc aujourd'hui, on n'est plus sur un rapport de force aussi qui était à l'époque, et on en a encore dans des sociétés comme ça, très hiérarchiques et pyramidales, mais on est plus sur de la coopération, de la collaboration, sur de l'empathie, sur de la bienveillance. Et on doit retrouver aussi ça dans le processus de recrutement, en fait. Oui, ça c'est dans l'idéal. Oui. C'est quand même intéressant de voir vers quoi il faut évoluer. Continuez à réagir à nos sujets. Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux.
Sofiane. On salue par exemple Mohamedou qui nous salue depuis le Sénégal et qui nous dit intéressante émission. Il y a d'autres réactions qu'on vous livrera tout à l'heure. Mais en attendant, la question du jour, Apple a-t-il toujours la cote chez la Gen Z? Pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'on est en spécial Génération Z. Aujourd'hui. Et parce que ce soir, émission spéciale dans Tech & Co notamment pour parler de cet événement tech évidemment. La keynote d'Apple qu'on attend, ce sera à suivre avec François Sorel ce soir sur BFM Business. Et pourquoi on vous en parle aussi? Parce qu'on a découvert que les jeunes Américains privilégient largement l'iPhone au téléphone Android. Le Financial Times s'est plongé dans les chiffres des cabinets d'analystes. Il a cherché à savoir pourquoi est-ce que la marque disposait d'une si large avance chez les plus jeunes. Et c'est une stratégie qui a été mise en place en fait par Apple pour garder son écosystème totalement fermé où tout fonctionne. De téléphone Apple à téléphone Apple, on le vit tous quand on est dans des boucles de messages. Et cette Gen Z, elle représenterait 34% de tous les propriétaires d'iPhone aux États-Unis. Seuls 10% d'entre eux auraient misé sur un téléphone Samsung, donc totalement battu. On s'est donc demandé si en France, au-delà d'Apple, il y avait des exigences comme ça pour les téléphones professionnels ou le matériel professionnel demandé par la génération Z. D'après vous, Jasmine, qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport des jeunes, même si je comprends bien qu'il ne faut pas généraliser le terme jeune, mais de la Gen Z aux appareils numériques? Qu'est-ce que vous observez, vous? Pas forcément une réponse sur le matériel, si ce n'est que c'est des avantages ça dépend globalement des jeunes de qui on parle. Je pense que c'est plutôt l'usage et l'utilisation de ce matériel-là dans son cadre de travail. Et typiquement, le sujet du portable sur son lieu de travail pendant ses horaires. Qu'est-ce qu'on en fait? Et pareil, certaines entreprises tranchent que c'est interdit, d'autres que c'est fluide. Et donc, on a vraiment cette grande question de comment s'intègre en fait la vie personnelle et la vie professionnelle, puisque la séparation n'est pas si nette. Donc, moi, la question du portable m'interpelle plutôt sur son usage que sur sa propriété et son lot en entreprise. On a des risques si vous l'interdisez quand même. Élodie. Puis on peut même se poser la question de la génération suivante, la génération justement alpha et la suivante. On a quand même 30% des enfants en CM1 aujourd'hui qui ont un smartphone. Et la plupart du temps, c'est un iPhone. Et donc l'usage qu'ils en font, c'est l'usage, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, d'être interconnectés. On a à peu près aujourd'hui 45% des jeunes qui ont entre 10 et 12 ans, qui commencent à dormir avec un téléphone portable, donc un iPhone dans leur chambre. Ouais. Mais faute à qui? Très souvent, on incrimine les enfants, mais ce sont aussi les parents qui achètent cet iPhone pour l'enfant. Donc et on voit l'utilise que trop nous-mêmes, c'est compliqué de mettre des limites quand on passe notre journée dessus. Ouais. Est-ce qu'une entreprise, Sandrine, a le droit d'interdire comme ça, ou c'est un accord le matériel numérique, les téléphones personnels, vous voyez ça souvent? Alors normalement non, il n'y a pas d'interdiction, mais par contre effectivement on parle de tolérance, c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas qu'il y ait d'abus, c'est toujours la même chose en entreprise, il est tout à fait possible d'utiliser son smartphone, mais il faut effectivement que ce ne soit pas abusif. Voilà, ça se termine en général avec 2 téléphones Apple pour la même personne. C'est plutôt dans l'autre sens que ça va. Je voulais avoir votre réaction là-dessus, Benoît. Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut accepter l'idée que cette génération-là, mais la génération d'avant aussi, maintenant, elle travaille comme ça, quoi. Elle se promène, elle passe d'un monde à l'autre à une vitesse troublante, et que ça ne signifie pas pour autant qu'ils ne font rien ou ceci, cela. C'est vrai qu'on observe beaucoup qu'il y a 2 téléphones. Je ne pense pas que c'est lié au fait que les entreprises voudraient, c'est que les gens disent « moi je n'ai pas attendu que mon entreprise voit ce que je suis en train de faire avec mes affaires personnelles ». Donc c'est une espèce de paradoxe, parce que d'un côté, toute cette génération, et la génération d'avant aussi, moi je pense que je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de différence que ça entre les générations, pour être honnête, mais disent « moi je voudrais un équilibre professionnel, vous ne pouvez pas me demander de m'investir au-delà de... » etc. Et en même temps, ils vivent les 2 vies en même temps. Donc il faut réussir à avoir une espèce de paradoxe. Après, ce qui est intéressant, moi ce qui m'amuse beaucoup, j'avoue, c'est que dans une entreprise, on pense toujours que vous avez les outils de com interne, à droite, à gauche, les trucs. Mais tous les gens, j'ai vu ça partout, moi le premier d'ailleurs, ont sur leur téléphone personnel des boucles WhatsApp avec certains de leurs collègues qui sont totalement indépendants de l'organisation formidablement pensée de l'entreprise. Et donc c'est un espèce de mode de vie finalement. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, parce que ça crée une dynamique collective et que justement ça peut être troublant pour certains managers, et vous avez utilisé un terme fondamental, c'est que
vous avez beaucoup de managers qui ne sont pas légitimes à intervenir sur ce genre de sujet, parce qu'ils ne sont pas légitimes à l'égard de leurs collaborateurs. Les collaborateurs leur disent, bon, en fait, il s'avère que c'est mon chef parce qu'ils l'ont mis là, mais finalement, je ne le considère pas comme légitime. Et ça, c'est très troublant. Et la génération Z a plus conscience de ça, de l'illégitimité parfois de Elle a l'autorité. plus d'exigence. Oui. C'est-à-dire que, moi, vous avez cité le mot de transparence, moi, je vais y rajouter celui de la cohérence. C'est-à-dire que Ouais. si effectivement, elle a un manager qui n'est pas très cohérent entre ce qu'on leur a raconté au recrutement, la manière dont ils sont managés, où il dit une chose et il fait son contraire, son illégitimité arrive extrêmement vite. Moi, j'ai toujours pensé que la meilleure des nominations, c'est celle qui surprend personne. Autrement dit, quand on promeut quelqu'un, il faut que tout le monde dise bah oui, c'est évident normal, que c'était lui. Ouais. Ça marche de moins en moins bien avec cette génération-là parce Ouais. que elle est interconnectée, parce qu'elle a accès à plein d'éléments, parce qu'elle a tout ça, et donc. Vous savez, on vit comme Blablacar, c'est-à-dire qu'on passe son temps à évaluer le chauffeur qui vous a trimballé, l'appartement que vous avez loué, donne des notes à tout, votre expérience client quand vous avez acheté dans telle ou telle grande Ouais. distribution. Bah, faut pas s'étonner que dans l'entreprise, on fait pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'on évalue, on dit ouais, bon, il est pas mal celui-là. Vous avez des entreprises, pour finir là-dessus, qui il y a quelques années, je vous vous souvenez peut-être, il y avait un débat, faut-il supprimer les entretiens annuels ? Alors certaines entreprises, voulant paraître modernes, l'avaient fait. Elles avaient remplacé ça par un essai de système d'entretien permanent. Il y en a même une, que je ne citerai pas évidemment, qui disait aux gens, bah, après un entretien avec vos managers, vous notez votre manager. Bonjour l'ambiance dans la boîte. Je pense qu'il faut un peu savoir raison garder, mais c'est vrai que de toute façon, le smartphone et les utilisations diverses et variées sont de notoriété publique et fonctionnent. Un risque, mais ça je pense que vous le savez, c'est l'utilisation des réseaux sociaux qui mettraient en cause l'entreprise elle-même. Oui, c'est ça. Et là, quelquefois, il y a des éléments d'imprudence où des gens vont donner leur avis sur un truc, pas forcément négatif, mais en se connectant avec le nom de leur entreprise. Et là, ça, c'est un autre sujet. Il y a une question de loyauté, c'est vrai que ça arrive très souvent. On va y revenir dans un instant. On parlera aussi des aspirations, finalement, de la Gen Z, Sofiane, dans un oui, instant. vous pouvez continuer de nous envoyer vos messages de manière anonyme, sans inclure votre entreprise, si vous le préférez, avec vous, @bfmbusiness.fr, notamment pour répondre à cette question, formation, salaire, métier, à quoi rêve la génération Z américaine ? On a des éléments de réponse et c'est plutôt surprenant. On ne rêve pas forcément de diplôme et de grandes cérémonies, vous le verrez. Restez avec nous, à tout de suite. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on parle à la génération Z, mais aussi de la Gen Z en entreprise avec nos experts. Il y a une adresse à connaître pour nous écrire, Sofiane. Avec vous, @bfmbusiness.fr, et puis les réseaux sociaux que vous utilisez massivement aujourd'hui sur LinkedIn et sur X. Vous postez vos commentaires et puis le petit QR code que vous scannez juste là. Et vous pouvez envoyer vos questions aux experts jusqu'à 13h en direct. Pour les réactions exactement autour de cette table, Elodie Gentina, auteure de Manager la génération Z, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, Jasmine Manet, directrice générale de l'association Youth Forever, et notre juriste Sandrine Orion, avocate en droit social chez ERAD. On parlait des aspirations de la Gen Z il y a quelques instants, Sofiane. Oui, et d'ailleurs, Ali nous pose une question pas bête, on aurait dû y penser avant, en nous disant quel est l'intervalle d'âge de la génération Z ? On en a parlé depuis tout à l'heure, mais on l'a peut-être pas assez défini. Alors, qui veut répondre ? On rappelle ce que c'est, Elodie, à peu près Oui, alors quand on parle de génération Z, c'est tous ceux qui sont nés après 1995. Et j'aime pas forcément utiliser des définitions en termes d'âge. Ouais. Parce qu'on peut aussi se sentir génération Z, même si on n'appartient pas à cette génération-là. Hein. C'est l'âge subjectif et pas que l'âge chronologique. Quel est l'âge que l'on se sent avoir ? Ouais. Voilà, si on reprend ce qu'a fait aussi Danone avec tout ce qui était intergénérationnel. Bon, bref. Mais je préfère plutôt utiliser le terme de digital native. Tous ceux qui sont nés pendant la 4e révolution numérique et qui n'ont connu que les écrans et les smartphones. Regardez les précédentes générations, par exemple la Y, elle est définie pendant un intervalle de 15 ans, de années 80 à 95. Et puis là, on est passé de 95 à la nouvelle génération. Donc il y a les générations sont de plus en plus courtes et parfois on peut dire, est-ce qu'on utilise le terme de génération ou de cohorte d'âge ou de, voilà. On peut remettre en cause le terme même de génération. Et pour moi, souvent, on parle de génération alors que la génération, c'est pas le point de départ. C'est aussi toutes les mutations qu'on a vécues. Voilà, dans la société, on est dans une société de multicrises. Les attentats, les guerres, Elles sont succédées, les crises de la Covid, etc. Et voilà, tout ça a généré et a créé aussi les générations. Et la génération Z a vécu justement toutes ces crises.
Mais on peut être Gen Z dans sa tête. C'est ça qui est intéressant. Si vous défiez l'autorité, vous pouvez être Gen Z. Alors on est très très Gen Z. Sofiane. On se posait cette question de ce à quoi rêve la Gen Z américaine. Parce qu'on le sait, les jeunes sont aussi influencés par ce qui nous vient des États-Unis. Alors ils sont de plus en plus nombreux à se former à des métiers dans la construction, dans l'automobile ou encore dans la plomberie. C'est ce que nous rapporte le Wall Street Journal. Le nombre d'étudiants inscrits dans ces établissements de formation professionnelle a augmenté de 16% l'année dernière, tandis que les candidatures diminuent au contraire dans le reste des formations dont la durée est de 4 ans ou de plus. En fait, les études longues commencent à être un petit peu boudées. Alors à quoi doit-on ce regain d'intérêt ? D'abord à l'augmentation des salaires dans ces secteurs. Ah oui. De nombreux électriciens, plombiers ou soudeurs sont partis à la retraite aux États-Unis, ce qui a rendu la main-d'œuvre qualifiée beaucoup plus rare. Et donc, loi de l'offre et de la demande, on les paye plus cher. Et l'arrivée des nouvelles technologies a aussi contribué à transformer cette réputation autour de ces métiers qui a éloigné un peu l'image de ces métiers sales et bas de gamme. Alors, est-ce que vous pensez qu'on observe le même essor en France de ces métiers qu'on dit manuels ou pas encore ? Benoît ? D'abord, avant de remplacer un plombier par Generative AI, il y a un peu de chemin quand même. C'est-à-dire que je pense que c'est un raisonnement assez intelligent, qui est de dire, vous savez, il y a eu une sorte moi j'appelle ça la revanche des cols bleus, entre guillemets. C'est-à-dire que pendant longtemps, les nouvelles technologies, l'informatisation, tout ça, ça touchait les cols bleus dans les entreprises, les usines. Il y avait moins de gens fabriquaient une voiture, moins de gens ceci. Ce qui est en train d'arriver avec Generative AI et smartphone et tout ce que vous savez, ça touche les cols blancs, d'une part. C'est-à-dire que ces espèces de fonctions administratives qui sont partiellement remplaçables, etc. Bon, ça, c'est un premier élément. Est-ce que ça va toucher l'Europe ? Probablement. Est-ce que ça va toucher la France ? Je ne sais pas, même si... Vous savez, la France est un pays très en retard dans la revalorisation ou la reconnaissance des métiers manuels. Pendant longtemps, on était le très très mauvais élève de l'intéressement, de l'alternance et de l'apprentissage, parce que c'était un petit peu mauvais en troisième, va en apprentissage. Ce qui est absolument pas vrai, évidemment. Alors évidemment, depuis maintenant, on est à près d'1 million d'apprentis alternants. Ouais, on s'est rattrapé ces dernières années. Et donc l'image, c'est considérablement amélioré, et tant mieux. Puis je crois, peut-être, mais je pars sous l'exemple des experts, mais je pense qu'il y a aussi une sorte de volonté de cette génération d'avoir une sorte d'utilité dans son métier, en fait. Et que l'avantage, c'est quand vous savez, je ne sais plus quel Premier ministre, on ne sait plus les Premiers ministres maintenant, mais parler de l'intelligence de la main, et je pense que c'est assez vrai. Je pense que ça aussi, c'est un phénomène. Alors en Allemagne, vous avez le même phénomène, simplement parce que l'Allemagne est un pays industriel. Oui. Ce qui est plus malheureusement le cas de la France. Donc il y a donc je pense qu'il y a une forme de connexion avec une forme de réalité. Vous avez certaines fonctions, je finis là-dessus, très administratives, col blanc. Sincèrement, pendant le Covid, on s'est rendu compte que on ne savait pas bien à quoi ça servait. Ouais. Or, le sentiment d'utilité, de faire quelque chose de perceptible, de compréhensible, de partageable, est très présent en nouvelle génération. Vraiment très présent en nouvelle génération. La quête de sens, peut-être, Jasmine ? Ce qui est intéressant, c'est que la définition du sens évolue et qu'on a beaucoup parlé du sens comme presque du bonheur ou de être heureux dans son travail, être épanoui. Enfin, c'est des mots qu'on a beaucoup entendus. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'utilité et c'est utile pour moi. En fait, c'est ça où le centre de gravité s'est recentré sur soi. Et utile pour moi, pour certains, ça va vouloir dire, en effet, contribuer à une mission, à une cause, etc. Pour d'autres, ça va être capable d'aller au judo après ou d'avoir du temps avec mes amis, etc. Utile pour moi, en fait, on revient à soi. Et donc, il faut comprendre sa place dans un tout. C'est comprendre l'intérêt de son poste au sein d'une équipe. Et on parle, nous, beaucoup de concret. Et j'en suis pas encore au niveau des États-Unis sur comment on voit ça en France. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est l'émergence, par exemple, d'entreprises locales par rapport à des grands groupes ou même des startups. Ouais. Pourquoi du local ? Parce que concret, parce qu'on comprend la chaîne de valeur, parce qu'on comprend à quoi on contribue. Et donc, il y a une sorte de revalorisation qui est peut-être un premier signe qui va en ce sens. Élodie, c'est intéressant dans l'étude américaine, c'est la baisse du temps d'études aussi. Ouais. Ça, c'est vous qui êtes professeur. Mais on se pose aussi même ces questions, parce qu'en fait, on voit bien que les jeunes ont un rapport à l'avenir qui est complètement différent. Ils vivent dans l'instant présent, puisqu'ils vivent dans le monde de la digitalisation. Donc c'est l'instantanéité. On est passé d'une société pressée à une société de l'immédiateté et de l'instantanéité. Et donc, ils n'ont plus de plan de carrière. C'est pareil, quand on leur dit, voilà, vous faites des études pour 5 ans, ou pareil, je donne aussi des conférences pour des médecins, professeurs d'université, où il faut passer 8 ans, etc. Ils se disent, mais voilà, est-ce que j'ai encore envie de passer autant de temps d'études pour avoir ce statut-là ?
Et aujourd'hui, nous, en école de commerce, mais c'est pareil, voilà, dans le monde de l'entreprise, on a multiplié par 2, voire par 3 nos formations en apprentissage, en alternance. On a un autre rapport au savoir et à la connaissance. Oui. Ils sont beaucoup plus dans le concret. Et les jeunes, je le remarque aussi, ils ont beaucoup d'admiration pour les métiers là où Internet ne peut pas aider, notamment les métiers pour l'artisanat, où c'est quelque chose, ils ont envie de faire quelque chose de leurs mains. Je dis un peu la génération MacGyver, on revient en arrière sur des choses, mais on est dans le système aussi, dans le système D, dans le système de l'expérimentation. Et quand on parle aussi du rapport au management, ils ont aussi beaucoup d'admiration pour un manager qui ne sait pas forcément tout, mais qui sait expérimenter. C'est pareil pour un professeur. Professeur, c'est pas le sachant pour lui, c'est un prof coach qui sait aussi expérimenter et travailler avec eux dans le concret. Est-ce qu'il va se sentir dans l'entreprise derrière, Jasmine? Juste une anecdote, moi sur cette rentrée, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn, ça fait partie de mon métier, je regarde un peu ce que racontent les influenceurs, notamment américains, sur la question du travail. Et là, en ce moment, je vois émerger la question des micro-retraites, qui seraient donc des moments de pause en fait dans son parcours pour avoir ce qu'ils appellent les micro-retirements, en l'occurrence. Oui. Et ça pose un peu cette question de, on fait un métier plus lourd, cette linéarité, cette progression est plus du tout d'actualité, et donc d'avoir ces petits temps qui, bon, avec les débats actuels, ça va nous Si on poser commence question. à avoir en plus de la micro-retraite au tout cas, cours c'est de sur notre LinkedIn. carrière, non, c'est très intéressant. Je serais venu une Sofiane. petite micro-retraite d'ici demain. Exactement, mettons-nous à la micro-retraite. On ne le dira jamais assez, hein, le salaire moyen dans l'industrie est 10% supérieur à la moyenne nationale. C'est donc aussi une façon de bien gagner sa vie aujourd'hui. Oui. On a une question juridique étonnante de David qui nous dit « Est-ce que j'ai le droit d'établir 2 procédés de recrutement différents pour la génération Z et pour les autres, mais pour le même poste ?» Ah, comment on fait, Sandrine? Alors ça, au niveau juridique, c'est pas du tout. Enfin, il n'y a pas de règle en fait. Ça va être les recruteurs qui vont mettre en place un système différent. Mais de toute façon, ça existe quelque part déjà, parce qu'à chaque procédure de recrutement est individualisée. S'adapte au candidat. Dès que l'on voit un candidat, on va agir différemment. Donc en fait, on va regarder son CV et puis on va lui poser les questions qui correspondent au poste. Donc en fait, il faut revenir à la base. La base, c'est quoi? C'est le poste. La personne va être recrutée pour quelle fiche de poste? Est-ce qu'elle a les compétences qui correspondent? Dans la mesure où on y met de l'humain dans ce recrutement, ce moment de recrutement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui est important, s'adapter. Sofiane. Une petite réaction de Mounir sur les réseaux sociaux à propos de recrutement. Il fait partie de ces jeunes justement qu'on cible et il nous dit « Mon meilleur entretien d'embauche s'est tenu dans une voiture TGV Paris-Lyon. » Tout est possible, ça fait aussi partie de ça. On voit l'éclosion de tas de choses, notamment des recrutements qui se font en marchant, en déambulant. L'optimisation du temps aussi peut-être. Mais ça, c'est pas récent. Hein. Moi, je me souviens quand j'ai été recruté. Vous imaginez la première fois? Non, c'était il y a pas si Il y a longtemps. quelques années quand même. Hein. Le recruteur qui m'a beaucoup appris en recrutement m'a dit ce qui est important, c'est la marche entre le bureau et le couloir. C'est là où les gens sont eux-mêmes. Ouais. Donc c'est pas nouveau, il se passe plein de choses comme ça, alors de plus en plus parce que tout le monde cherche quelqu'un. Donc du coup, les recrutements TGV risquent d'être un peu plus nombreux. Mais il y a une chose qui est importante, moi j'observe, hein, et c'est ce que vous avez l'air de dire aussi, plus vous mettez de la nouvelle technologie, de la générative AI dans le recrutement, plus la dimension humaine prend du poids. Moi je pense que, j'observe et je pense que les outils qu'on nous colle partout sur le recrutement redonnent de la valeur à la dimension humaine du recrutement. Parce que quand vous recrutez quelqu'un, vous recrutez pas quelqu'un que pour un poste. Vous recrutez quelqu'un qui va entrer dans une culture d'entreprise. Vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que ça va donner dans l'équipe. Qu'est-ce que ça va donner au coup d'après? Parce que vous savez, tous les problèmes de recrutement qu'on a aujourd'hui, la meilleure des réponses, c'est la fidélisation. Et ça, c'est le chiffre le plus difficile. Quand vous regardez cette fameuse étude que j'évoquais d'Ipsos, on voit bien que cette génération, elle n'est pas fidèle. Elle change très vite. Et ça, pour les entreprises, d'abord, c'est perturbant, mais ensuite, c'est un vrai problème. Et ça les interroge sur leur propre modèle de fonctionnement, de management, de fidélisation, de promesses d'employeurs, de formation, etc., etc. Et ensuite, on a plein qui ne veulent plus aller dans les grandes entreprises. Toujours cette enquête que j'ai regardée avant de venir, j'ai travaillé quand même. Oui, je vois ça. 72% disent, moi, je veux plutôt une petite boîte. Et oui, parce qu'il y a des dimensions humaines. Je ne veux pas être un numéro parmi 180 000. C'est ça. Et C'est là que c'est crucial de ne pas parler uniquement de l'attractivité des talents, mais aussi, bien évidemment, de l'engagement. Et si on reprend l'étude Ipsos saisie de juin 2024, bah bien sûr, j'ai travaillé là-dessus, puis il y en a d'autres. Mais les managers disent, pour 72% des jeunes, ils sont moins engagés que les autres générations. Moins engagés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus envie de travailler. C'est un autre rapport au travail, un autre rapport à l'engagement. Et c'est quoi l'engagement? Alors si on reprend au départ
le modèle tripartite d'Alan et Meyer qui mettait en œuvre l'engagement. L'engagement, à l'époque, c'était normatif, affectif, rationnel. J'avais un travail, j'ai une raison, je le garde. Normatif, c'était la norme de travailler. Aujourd'hui, est-ce que travailler est toujours la norme ? J'avais été interviewée justement par un média qui voulait écrire un article sur les jeunes qui vantent le chômage, voilà, sur TikTok. Aujourd'hui, on est sur un engagement qui est beaucoup pluridisciplinaire. Voilà, pluridimensionnel, je voudrais dire. J'avais mené une recherche là-dessus, où l'engagement, il est émotionnel, il est éthique, voilà, la valeur, la culture de l'entreprise, il est intrapreneurial, l'importance d'être acteur. Ils ont envie, justement, voilà, de renouveler leurs compétences au quotidien. La fidélité sociale, voire collaborative. Donc, toute la dimension, je ne suis plus fidèle à l'entreprise, mais je suis fidèle à mon groupe de collaborateurs qui deviennent mes copains. Ouais. Voilà. Et puis, voilà, on est sur un autre rapport à l'engagement, mais il y a toujours un engagement. Non, sur l'engagement, une petite chose. J'ai toujours été frappé, et j'en ai fait partie, donc je suis très à l'aise. On passe son temps à mesurer l'engagement des salariés vis-à-vis de leur entreprise, en oubliant que l'engagement, c'est une notion de réciprocité. Et donc, on ne mesure jamais le niveau d'engagement de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. Moi, je l'ai vu dans des enquêtes d'entreprise où tout d'un coup, les gens disaient « Moi, je pense que je suis plus engagé vis-à-vis de mon entreprise qu'elle ne l'est vis-à-vis de moi. » Ça, c'est un vrai sujet. Et on oublie un peu dans les logiques d'engagement que le principe de l'engagement, c'est la réciprocité. C'est vraiment quelque chose... Encore une fois, j'ai fait que 1000 erreurs, donc j'ai pas de problème. Mais la promesse employeur ne peut pas être que dans un sens. Voilà. Sofiane. Et si vous prenez le train en marche, celui de Mounir ou un autre, on répond à vos questions en direct jusqu'à 13h sur les réseaux sociaux et à l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Et justement, on a une question de Bernard qui nous écrit « Il y a au moins 4 générations dans mon entreprise. Ça ressemble à quoi un manager qui saurait intégrer les 4 générations dans son équipe ?» Ouais, toute la difficulté de l'exercice quand on est patron, effectivement. Élodie ? Alors, lisez mon prochain ouvrage qui sort en novembre, là, sur le défi du management intergénérationnel, où on parle justement de toutes ces thématiques-là. Alors après, il y a plein de choses, et puis ce serait trop facile de répondre avec des outils. On travaille sur l'humain. L'important, bien évidemment, c'est pas de diviser et de mettre chaque génération et de les opposer. C'est important avant tout de travailler bien sûr ensemble. Il y a quelques méthodes, par exemple voilà, le coaching, le mentoring inversé, l'apprentissage inversé. Moi je dis souvent, avant on était sur un apprentissage qui était dans un sens, où c'était les seniors qui apprenaient aux plus jeunes. Aujourd'hui on reconnaît aussi que les plus jeunes peuvent apprendre aux plus anciens dans le domaine du digital, de la RSE, dans le domaine des langues. Et donc travailler sur ça dans des processus de onboarding. Voilà, on a parlé du recrutement, mais au-delà du recrutement, c'est très important de travailler sur le processus de onboarding, c'est-à-dire d'intégration dans l'entreprise en mettant un jeune avec un plus ancien qui peut partager les valeurs de l'entreprise, son expérience, etc. Donc il y a des méthodes, il y a plein d'outils qui peuvent exister, qui peuvent aider. On disait que la semaine dernière, il y avait 8 entreprises sur 10 qui n'avaient pas d'onboarding de prévu. Donc il y a ça aussi. Du boulot. Si ça réside là-dedans, effectivement, il y a du boulot à ce niveau-là. Jasmine ? Si vous vous ennuyez, d'ici novembre, j'ai publié une étude sur le sujet qui s'appelle « Jeune con, le vieux fou » qui date de 2022, mais c'était un petit peu l'objectif aussi d'aller creuser cette notion intergénérationnelle. Et moi, je fais beaucoup d'ateliers ou de conférences où le brief est exactement celui-ci. On n'arrive pas à gérer nos équipes avec des collaborateurs, collaboratrices d'âges différents, etc. En fait, ce qu'on voit quand on va creuser avec eux, c'est que c'est souvent pas ça le sujet. Et que c'est pas une question de faire des kits managériaux où on a le kit Gen Z, le kit senior, et puis comme ça on va savoir quel mot dire les choses et faire un feedback. Je pense que c'est pas du tout ça, ce serait le piège dans lequel il faut pas tomber. Si on revient après à ce qui se passe, c'est souvent des enjeux de communication, de collaboration, d'interprétation des attentes des uns et des autres. Par exemple, beaucoup sur la façon dont on communique et dont on partage les flux d'informations. Par exemple, le réseau social d'entreprise, si pas tout le monde l'utilise à la même échelle, comment est-ce qu'on va gérer tout ça ? Et de revenir un petit peu à ce qui fait la crédibilité. On fait un peu une boucle bouclée à ce niveau-là, mais en l'occurrence, la personne du manager, est-ce qu'il ou elle a les outils pour répondre à chacun des membres de l'équipe, pour pas faire du cas particulier qui serait vraiment le plus gros piège sur cette question intergénérationnelle, et revenir à la question d'expertise, d'expérience, de retour d'expérience, de feedback comme on dit en anglais, mais aussi d'arriver à créer une communication à la fois interpersonnelle et collective pour pas siloter chacun. On implique et on explique qu'on implique pour effectivement avoir le meilleur système possible. Réagissez à nos sujets sur la Gen Z.
Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sofiane. Être jeune, c'est aussi démarrer dans sa vie professionnelle et avoir un premier emploi. Et c'est pas toujours simple. Pression au travail, faible salaire, les étudiants anticipent le pire pour leur premier job. C'est l'une des conclusions d'une étude de l'APEC dévoilée il y a quelques jours. Les élèves d'écoles d'ingé, de commerce et d'université interrogés sont 85% à anticiper un univers compétitif et même 57% à imaginer impitoyable ce monde de l'entreprise, c'est vous dire. La majorité le perçoit injuste, autoritaire et procédural. Je vois que vous levez les yeux aussi. Non, mais que ça ne correspond pas à la réalité. Pas du tout. Benoît. J'ai pas la question. C'est exactement comme ça que j'ai commencé, en disant, le problème de cette génération, c'est qu'elle connaît mal l'entreprise, qu'elle a une vision négative de l'entreprise, et l'étude de l'APEC le démontre. Puis après, elle se rend compte que c'est pas si terrible que ça. D'une part, après, un peu comme on peut pas prendre tous les jeunes dans un seul paquet, on peut pas prendre toutes les entreprises dans un seul paquet. Des entreprises qui savent très bien manager les choses. Mais c'est vrai que, je parle sous contrôle de la faculté, mais c'est vrai que moi, j'observe quand même que les modèles d'enseignement initiaux ou professionnels montrent que finalement, les gens travaillent ensemble, ils sont en workshop, ils sont tout ce que vous voulez, ils arrivent dans l'entreprise, bon, il y a un peu d'hierarchie quand même, quoi. Et qu'il y a une sorte de différence dans mon mode de vie auquel les gens se font. Parce que là, en revanche, moi, j'ai jamais cru au conflit intergénérationnel. J'ai jamais vu ce conflit. Vraiment, j'ai jamais vu. Ça fait quand même quelques années que je suis DRH de boîte. J'ai jamais vu le conflit. J'ai vu, comme vous l'avez très bien dit, des sujets de cohabitation. Sur ce sujet-là, notamment. Une sorte de cohabitation avec une génération plus ancienne qui, pour des tas de raisons qu'on n'a pas le temps d'exposer, finalement ne conteste pas ou ne conteste plus. Parce que pendant longtemps, elle a essayé de contester, puis elle s'est pris des baffes, où elle n'a pas pu répondre, où elle ne pouvait pas le faire. La nouvelle génération, elle conteste et elle continue. Et donc, il y a une sorte d'incompréhension quelquefois. Mais ce n'est pas du conflit. Et je trouve que les générations travaillent très bien ensemble dans les entreprises. Je pense que c'est un truc qui a été inventé de toutes pièces, cette affaire-là. Ou c'est une réaction peut-être à la génération précédente, aux parents qui reviennent le soir, qui sont épuisés, qui sont en burn-out. Oui, mais il faut bien comprendre que la génération Z, elle est le produit des 3 générations précédentes qui ont connu les licenciements massifs des années 80, les crises à répétition nous expliquant que c'était la dernière, sachant que c'est la suivante après 90. C'est-à-dire, ils ont vécu ça. Oui. Donc c'est vrai qu'ils ont vécu des gens qui avaient passé 10, 15 ans, 20 ans dans la même entreprise et se faire sortir un matin. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils aient à l'égard de l'entreprise une vision pas totalement énamourée. Parce que ce qu'ils ont vu, alors justement, ils ont une espèce de défiance de base. Le sujet, c'est pour ça que le onboarding que vous évoquez, il est fondamental, c'est que quand ils entrent, ils n'ont pas confiance a priori. Il faut donc apporter de la preuve. Ouais. Ça, c'est un enjeu de management de proximité, puis c'est un enjeu d'onboarding, d'explication de ce qu'est l'entreprise. Élodie. Ouais, ils ont besoin de preuves, ils ont besoin aussi d'action. C'est-à-dire, voilà, le greenwashing, si on reste sur du discours, ça fonctionne pas. Oui. On l'a dit, hein, transparence, cohérence. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Puis après, moi, pareil, je vais dans beaucoup d'entreprises, on voit que les enjeux sont différents. Il y a des boîtes qui sont assez traditionnelles et qui doivent travailler sur leur image pour donner envie, en disant on n'arrive pas, nous, à attirer. Puis d'autres boîtes qui disent nous, on attire, mais les jeunes ne restent pas chez nous. Après 6 mois, ils partent. Donc là, on doit travailler sur l'engagement. Puis d'autres boîtes qui disent nous, ça marche plutôt bien. On a envie justement d'anticiper davantage et de voir où on veut aller. La question du salaire, hein, par exemple, voilà, même chez l'APEC, on le dit, ça, c'est pareil pour toutes les générations. La question du salaire, on la retrouve pour toutes les générations, sauf qu'aujourd'hui, les jeunes disent, nous, on a envie de connaître le salaire directement sur la fiche d'emploi et ne plus attendre les entretiens de recrutement à la fin du processus pour parler de ce sujet. Transparence, c'est vrai que c'est hyper important. Eh ben justement, Sofiane. quand on regarde les critères, quand on demande aux jeunes que quand vous pensez à votre premier poste après vos études, de quoi avez-vous le plus peur ? Eh ben, ils répondent effectivement en tête, à égalité, être mal payé, avoir trop de pression. Vient ensuite l'item avoir trop de travail, puis que le métier ne nous plaise pas, ou de s'ennuyer, ou pas trouver de sens. Donc c'est le salaire et le sens qu'on y met. Et quand on parle de pression aussi, hein, il faut quand même aussi rappeler l'importance de la santé mentale et morale. Après la crise de la Covid-19, on a quand même le taux de dépression des jeunes qui a été augmenté par 2. J'ai travaillé aussi dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé publique, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, pour les jeunes, l'entreprise doit aussi apporter justement des solutions sur la bienveillance. L'entreprise n'est pas qu'un lieu de travail, mais aussi un lieu de vie. Donc je ne dis pas que l'entreprise a toutes les solutions, bien évidemment non. Mais pour les jeunes, c'est important de faire attention à soi aujourd'hui. Ouais. On l'a vu avec les JO, retour au sport, etc. Enfin, ils en parlent et c'est un sujet qui est vraiment important. La méditation pleine conscience,
Voilà, 1 jeune sur 2 s'est mis à pratiquer la méditation pleine conscience depuis 1 an, par exemple. Mais il y a la réciprocité dont vous parliez tout à Il y a l'heure. une enquête mondiale Benoît. sur les RH qui s'appelle Creating People Advantage en bon français et qui montre que le sujet de la santé mentale des salariés, c'est le sujet numéro 1 dans 100% des pays du monde, sauf Hong Kong. Pourquoi, je ne sais pas, mais ouais, comme ça. Mais c'est un vrai sujet. Et il y a un autre point, et je me tourne plutôt vers vous. Moi, il m'est arrivé, parce que j'interviens aussi dans des écoles comme ça, quand on leur explique que le contrat de travail repose sur le principe de la subordination, ils sont tous en PLS quand même. Hein. Oui. Ils expliquent la subordination. C'est quoi cette histoire de subordination? Et ça, je pense que c'est un vrai sujet difficile. Vous confirmez, le contrat de travail prévoit la subordination. Sandrine, les gens n'admettent pas cette idée-là. Et par certains côtés, je les entends. Effectivement, le lien de subordination reste important, mais en fait, c'est vrai que cette génération-là, ce qu'elle cherche aussi, c'est la formation. Elle a envie d'arriver dans une entreprise et elle a envie que l'entreprise prouve qu'elle est légitime et les forme, en fait. Oui, même à ce niveau-là. Sofiane, une dernière question, ça passe très vite. Oui, une réaction de Marie qui nous dit « Est-ce vraiment un sujet de génération ou une évolution de l'entreprise ? Rappelons-nous qu'avant, il fallait aller voir les offres d'emploi sur les affiches, sur les tableaux de la NPE. Maintenant, quel que soit l'âge, nous postulons en ligne et nous utilisons des sites comme Glassdoor et LinkedIn. Ça facilite les choses quand même. » Jasmine. Et puis, il ne faut pas oublier la place du réseau. Et je pense qu'on en revient aux plus jeunes qui sont souvent naturellement, mathématiquement, ceux qui ont le moins de réseau. Et donc, ils utilisent les réseaux sociaux, etc., pour essayer de compenser. Mais je pense que ça a une place primordiale. Et puis, vous avez parlé de réciprocité, l'entreprise, l'engagement qu'elle donne à ses collaborateurs et inversement. On peut répondre aussi à la question du lien de subordination en interrogeant cette subordination aussi dans cette notion de réciprocité dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on arrive à avoir un pacte? Moi, j'aime bien parler de pacte plutôt que de contrat qui convient à chaque partie prenante. On a fait une enquête qu'on a sortie juste avant l'été aussi qui s'appelle le contrat de travail nouvelle génération. Si ça vous intéresse, il est en libre accès sur notre site use-forever.com. En l'occurrence, on interroge la place de ça et pourtant le CDI n'est pas mort. Le CDI reste le premier contrat recherché parce que c'est un moyen, c'est un levier pour avoir un appartement, pour avoir... c'est pas un statut, c'est ça qui change, mais ça reste un levier pour se loger, pour se nourrir. Et puis, pour eux, ce n'est pas bloquant. Donc, ça interroge aussi les instances et les formats qu'on avait jusqu'à présent mis sur un piédestal. Les changements de mots, le pacte à la place du contrat, c'est très intéressant sur ce qui est demandé. On va répondre à la question du jour, Sofiane. Et oui, on a quelques heures de la keynote d'Apple qu'on attend et qu'on va vivre ce soir sur BFM Business dans Tech & Co. On vous a posé la question, Apple a-t-il toujours la cote chez les jeunes? Eh bien, vous avez répondu oui, majoritairement, à 74% sur LinkedIn. Même chose sur X, 73% et 70% sur Instagram, signe de la bonne forme de la marque de Tim Cook. La question de demain, Sofiane. Eh bien, un nouveau baromètre mesure l'écart d'optimisme économique entre collaborateurs et dirigeants. La polarisation augmente, affaiblie par une divergence sur cet optimisme. Alors, comment jugez-vous votre lien de confiance entre managers et collaborateurs dans votre entreprise? Vous nous répondez, je suis sûr qu'on va avoir des tas de témoignages sur cette question avec vous à bfmbusiness.fr et les réseaux sociaux de l'émission. Beaucoup de choses à nous dire. Merci à Clément pour sa question sur le travail. On va y répondre demain, évidemment. Merci de participer. Spécial keynote ce soir, 19h, 22h sur nos programmes sur BFM Business. Et puis, je vous rappelle, donc tous les lundis, spécial, thématisé, un spécial avec vous. Aujourd'hui, c'était la Gen Z. Il y aura aussi les seniors, la négociation salariale, la formation, tous les thèmes que l'on traite dans cette émission. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre appli, sur notre site, sur les replays, sur les podcasts également. On vous souhaite une très bonne journée. À demain. Avec vous sur BFM Business.